Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de notre 15e FAQ, puisqu'elle était très longue, j'ai été obligée de la diviser. Vous retrouverez les précédentes parties sur ma chaîne, je vous mets la deuxième, la précédente, juste dans le petit i, mais sachez qu'il n'est pas indispensable de les avoir vues pour voir celle-ci, puisque les questions sont globalement indépendantes les unes des autres. Si ce n'est que la dernière fois, je vous avais laissé sur un énorme cliffhanger qui a dû vous tenir en haleine depuis 2 semaines. Ou pas, puisque j'avais lu une des questions et qu'elle était trop vaste pour être finalement intégrée à la deuxième partie et que j'ai choisi d'intégrer à celle-ci. Puisque les questions, en fait, je les découvre avec vous, je ne les lis pas au préalable pour un maximum de spontanéité. Alors évidemment, sauf celle-ci, puisque je l'ai lu il y a 2 semaines quand j'ai tourné la partie numéro 2. Mais voilà, sinon les autres, ça va être la découverte. Donc, on va pas laisser traîner le suspense plus longtemps que ça. On est parti. Donc je vous relis cette fameuse question. Coucou, as-tu déjà eu des expériences effrayantes ou paranormales ? Alors, il se trouve que oui, j'en ai eu pas mal. Alors des expériences effrayantes, pas tant que ça, puisque en fait, des mauvaises expériences, j'en ai quasiment jamais eu. J'ai de la chance. Ou alors peut-être que j'ai fait les choses correctement, quoique j'ai fait des choses plutôt de manière assez en roue libre quand j'étais plus jeune, mais bon, j'ai eu du bol, je suis passée entre les gouttes. J'ai fait beaucoup de spiritisme par exemple, et je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec ça, ni avec le Ouija, ni avec les autres méthodes qu'on peut trouver. Donc je sais que je déçois beaucoup en général, puisque les gens s'attendent à des phénomènes de hantise, à des entités, non, pas tant que ça. Alors ceci dit, il y en a quand même une qui me vient à l'esprit, qui est peut-être ma seule mauvaise expérience entre guillemets, que je mets entre guillemets parce qu'elle n'est pas si mauvaise que ça en fait. Je vais vous raconter et je vous laisse en juger. En 2008, quand j'étais jeune, belle et mal peignée, non pas que je sois bien peignée aujourd'hui, mais vous avez compris, j'étais sur un forum, oui, la grande époque des forums, vous avez peut-être connu ça, c'était bien, un forum qui s'appelait À travers le miroir. Si jamais la personne qui le tenait à ce moment-là, ma chère homonyme, passe par ici, sache que c'est un moment de nostalgie et que cet endroit me manque énormément. Bref. Toujours est-il que j'aimais beaucoup ce forum, j'y passais pas mal de temps, j'y ai fait de très très belles rencontres, j'ai échangé énormément. Bref, c'était le bon temps et c'était un peu mon happy place sur internet. J'aimais beaucoup cet endroit-là, c'était un forum ésotérique, je ne l'ai pas précisé. Alors il se trouve qu'on était un petit groupe, on se connaissait un petit peu à force de faire vivre ce forum-là. Et un jour, on a eu un nouveau membre sur ce forum qui était, à nos yeux, je remets le contexte, 2008, j'avais 22 ans, à nos yeux, quelqu'un d'âgé, qui avait à peu près 50 ou 55 ans, je sais plus exactement, et qui était un peu perché, qui était beaucoup dans le New Age, vous savez, un peu dérangeant, le mec qui est persuadé de recevoir des messages d'entités et de divinités tous les jours, c'est-à-dire que tout est signe, tout est là, tout est... Enfin voilà, le genre de personne que personnellement, moi, avec lesquelles j'accroche pas du tout, et que je trouve un petit peu dangereux dans le sens où c'est un peu le genre de personne qui te fait prendre des vessies pour des lanternes, bref, le gourou Skippy, quoi, t'as compris. Bon. C'est important, si je vous raconte ça, il y a une importance. Bref, toujours est-il que donc, on voit ce membre s'installer sur notre forum, bon, soit, sur notre forum, tu sais, c'est un peu... Oui, on était chez nous, zut, voilà, après tout. Et on le sentait moyennement, mais bon, sans que ce soit problématique. Bref, les jours passent. Un beau soir, une nuit, je me couche tôt, parce que j'avais une grosse journée le lendemain, et qu'il fallait que je me lève très tôt. Donc je vais au lit tôt, sachant que je suis une personne assez couche-tard, par nature. Alors il se trouve qu'à 22 ans, j'étais aussi lève-tard, il se trouve que maintenant c'est l'inverse, je suis couche-tard, lève-tôt, donc je dors moins. Bref, j'étais une grosse dormeuse. Et par contre, il y a un truc qui a jamais changé dans mon cycle de sommeil, c'est que je m'endors très, 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 très vite, en règle générale. Parce que je fais partie des gens qui ne vont pas se coucher parce que c'est l'heure, mais qui vont se coucher parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont sommeil. Et j'ai cette chance-là de ne jamais, ou très rarement, il faut que je sois extrêmement tracassée, ou que j'ai vécu des choses, et encore, même il y a des moments, le sommeil est un refuge. Généralement, en 3 minutes, c'est rideau, je m'endors. Alors je sais que j'ai de la chance, oui. Je sais que j'ai de la chance. Par contre, dites-vous bien, si vous m'enviez, que un rien me réveille et qu'après, pour me rendormir, par contre, c'est mort. Et que donc, en moyenne, je dors
4, 5 heures par nuit. Quand je dors 6 heures, j'appelle ça une grasse matinée. Voilà, oui, un petit peu. Alors quand j'étais plus jeune, c'était pas le cas, je pouvais dormir jusqu'à pas d'heure. Mais en tout cas, une chose a jamais changé, c'est que je m'endormais très très vite. Sauf évidemment quand j'avais pas sommeil comme ce soir-là, puisque je m'étais couchée tôt parce que je me levais tôt le lendemain, mais j'avais pas particulièrement sommeil. Il faut savoir que, vu que j'ai l'habitude de m'endormir très très vite, au bout de 5 minutes, si je ne dors pas, je me demande ce qui se passe et j'appelle ça une insomnie. Voilà. Donc je tournais et retournais dans mon lit depuis plus de 4 minutes, en me disant ouais non ça va pas marcher, je vais pas réussir à m'endormir, ce que je vais faire c'est que je vais voir l'heure qu'il est, et si ça me paraît à peu près raisonnable, je vais aller lire un petit peu histoire de me fatiguer pour pouvoir me rendormir. Donc je tends la main vers mon téléphone pour l'attraper et regarder l'heure qu'il est. Il se trouve que je n'ai pas attrapé mon téléphone, que j'ai attrapé autre chose. Sur le chemin, j'ai attrapé la main de quelqu'un. Alors à ce moment-là, j'étais chez ma mère. Quand c'est arrivé, j'étais en vacances, donc j'étais revenue chez ma mère. J'avais laissé mon appartement étudiant. Donc j'ai pensé, première chose, il faut savoir que je suis très cartésienne et que mes premières pensées vont toujours aux explications les plus rationnelles et les plus terre à terre possibles. Je me suis dit, c'est ma mère. Sans penser que si ça avait été ma mère, j'aurais entendu la porte qui grinçait terriblement s'ouvrir et que je l'aurais entendu marcher jusqu'à mon lit. Ce qui n'était pas le cas, mais ça j'y ai pensé après. Sur le coup, je me suis dit, c'est ma mère. Donc je me suis dit, la pensée qui m'a effleurée tout de suite, c'est il se passe quelque chose, elle est peut-être malade, elle va pas bien, ou alors il se passe quelque chose avec la maison, on a une mauvaise nouvelle. Bon. Donc je lui dis, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, je n'ai pas eu de réponse. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui... Enfin, Lyra a eu la lumière à tous les étages et s'est dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai repoussé assez violemment cette main, j'ai pensé à un cambrioleur sur le coup, voilà. Cambrioleur qui s'assoit à côté de ton lit, bien sûr. Il n'y a que ça à foutre, les cambrioleurs, tu vois. Mais donc je me suis jetée sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Preuve que je ne dormais pas et que donc c'était pas un rêve éveillé, c'est que la lumière, quand j'ai allumé, ne m'a pas du tout éblouie et que quand j'ai regardé l'heure sur mon portable un peu plus tard, je m'étais couchée seulement 7 minutes plus tôt. Alors j'ai beau m'endormir très vite, quand je m'endors, si j'allume la lumière même 5 minutes après, voilà. Alors que là, pas du tout, et je sais que je ne dormais pas. Je sais que j'étais vraiment éveillée. Donc je ne vois rien autour de moi. Donc je regarde sous mon lit, je regarde dans les placards, armée d'un couteau. Je fais toute la maison, je retourne toute la maison. J'ai réussi à ne pas réveiller ma mère d'ailleurs. D'ailleurs maman, si tu regardes cette vidéo, sache que je ne t'ai pas réveillée cette nuit-là. Mais elle sait ce qui s'est passé. Mais donc je ne vois rien, je ne trouve rien, je ne vois personne, je ne trouve personne. La maison était bien fermée, la porte d'entrée close. Puis chez ma mère c'était fort à la mot, donc pour rentrer il fallait en vouloir. Donc une seule explication au bout de peut-être 2 heures à tourner et virer me vient, c'est que ce que j'ai attrapé n'était pas là. Alors sur le coup, pas d'explication. Je me dis qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne sais pas, j'avais jamais vécu un truc comme ça. Donc j'arrive quand même à me rendormir, enfin à m'endormir enfin. Donc bon, autant dire que j'ai pas dormi beaucoup non plus, donc j'ai passé une journée assez dure le lendemain. Mais du coup j'ai eu le réflexe d'aller sur ce fameux forum où j'étais pour en parler aux filles en disant voilà, je dis aux filles parce qu'on était essentiellement un groupe féminin, voilà il m'est arrivé ça cette nuit. Et alors là 2 autres membres, pareil des membres fondatrices en quelque sorte, enfin des membres régulières, me disent bah écoute c'est marrant il m'est arrivé un truc exactement similaire cette nuit. Alors c'était pas exactement la même chose mais c'était des choses très similaires et là on commence à se dire c'est quand même bizarre qu'il nous soit arrivé quelque chose d'approximativement identique la même nuit à la même heure parce que c'était exactement la même heure et donc là on commence à se poser des questions et sur le forum on voit un fil de discussion qui avait été ouvert au sujet des ESBA. Il se trouve que c'était une nuit de pleine lune et là notre fameux nouveau membre qui raconte que pour sa célébration d'ESBA, il a décidé de faire plus ample connaissance avec nous et de se connecter avec nous. Donc là, on a compris tout de suite. On a compris tout de suite que c'était sans doute une projection astrale ou quelque chose comme ça qui était venu nous visiter, entre guillemets. Lui n'avait pas du tout la sensation d'avoir fait quelque chose de mal, même si c'était une intrusion, on n'était pas du tout consentante, on n'était pas du tout préparé ni prévenu, donc c'était une intrusion, donc c'est quelque chose de mal, c'est de l'effraction, hein, que vous le fassiez physiquement ou pas. Et quand on a essayé de lui expliquer que c'était pas bien et qu'il fallait pas refaire ça, eh bien il nous a pris de haut, donc ça nous a un peu agacé, on a fini par le bannir. Bon, résultat des courses, on a fait
toutes de notre côté des rituels de protection et de purification pour fermer nos maisons. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon plus gros sortilège de protection jamais conçu, qui est un peu vénère, j'avoue, mais que je garde précieusement. Et ça n'est plus jamais arrivé de nouveau, ce genre de truc. Mais voilà, on va dire que c'est la pire expérience que j'ai vécue. Donc c'est pas non plus monstrueux, hein, on est d'accord, parce que c'était pas menaçant, c'était un voyeur, quoi, ni plus ni moins. En gros, c'est le voisin qui te regarde par la fenêtre et qui voit pas du tout le problème. Qui se dit pas, bah non, la fenêtre était pas murée. J'ai regardé, oui, j'ai un peu forcé le volet, et alors, un volet ça s'ouvre, c'est fait pour. Non, Jean-Jacques, c'est pas fait pour. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, donc c'était. Voilà, c'est une des histoires que je peux vous raconter. Alors il m'en est arrivé plein d'autres, parce que comme je vous disais, j'ai fait du spiritisme, donc j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont montré, enfin beaucoup. J'ai eu plusieurs expériences qui m'ont montré qu'il y avait des choses. Mais bon, ça fait partie du 4e pilier. Vous savez, les piliers en sorcellerie, oser, vouloir, savoir, se taire. Ça, je ne le raconte pas, parce que pour moi, c'est une expérience qui est beaucoup trop intime et beaucoup trop personnelle. Mais voilà, si je devais en raconter une, bah, ce serait celle-là. Voilà. Mais j'en ai vécu d'autres, oui. Mais effrayante, alors c'était un peu effrayant sur le coup, c'était surprenant, on va dire, mais je vous dis, comme il n'y avait pas de... C'était pas menaçant, du coup j'ai pas non plus été terrorisée, quoi. Et la terreur dans ce domaine-là, j'ai jamais connu. Tant mieux pour moi. Question suivante. Ouf, oula, ça tacle sévère. Ton avis sur le mouvement chaman bobo hippie, rhabillé pour l'hiver, qui se revendique sorcière. Écrit sœur comme sœur, pas comme sort, sorcière. Alors toi, ton avis, je l'ai déjà. Rien que dans la question, il est très clair. Alors, les chamans bobo hippies. Grand bien leur face. Sachant que c'est genré au féminin. Hein. Ouais, c'est genré au féminin. Il y a des hommes qui font ça aussi. D'ailleurs, celui dont je vous parlais tout à l'heure, justement, dans mon expérience précédente, moi, je le mets dans ce genre de sac-là. Écoutez, moi, je pars du principe que du moment que ce que tu fais ne touche ni au prosélytisme, ni à l'escroquerie, ni au charlatanisme, c'est-à-dire que tu n'engages que toi-même, il n'y a pas de problème. Là où ça pose problème, c'est quand tu engages quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand tu veux faire croire quelque chose à quelqu'un, quand tu te poses en gourou, quand tu te poses en modèle, quand tu extorques de l'argent à des personnes crédules, quand tu travailles au noir et que tu fracasses le travail de ceux qui se déclarent. Ça, c'est ce dont je souffre le plus, en fait, puisque, moi, vous le savez, écrire sur le sujet, c'est mon métier. Je n'ai que ça pour vivre. J'ai que ça. C'est-à-dire que j'ai que les droits d'auteur de mes livres, quand je les touche, et essentiellement les revenus que je gagne via une année en magie sur Patreon. Donc, petit rappel en passant... Voilà, parce qu'il faut bien vivre. Une année en magie, donc c'est un petit programme que je vous propose tous les mois où je vous envoie un livret avec des thématiques différentes, des articles. Je ne suis ni mentor, ni professeur, ni guide, ni gourou Skippy. Je suis pas là pour vous dire quoi croire et quoi penser. Je vous donne des résultats de recherche qui sont essentiellement des recherches qui sont menées dans une optique reconstructionniste. Donc j'essaye de me baser sur des sources archéologiques, historiques, scientifiques pour vous donner des données le plus claires possible. Et quand c'est pas le cas, bien entendu, je laisse toujours des portes ouvertes pour que vous puissiez faire votre propre chemin tout seul. C'est important de le préciser. Donc j'essaye d'aborder un petit peu toutes les voies spirituelles qui existent au travers de ça, ou en tout cas toutes celles que je connais, parce qu'il y en a plein que je connais pas. On parle histoire de la magie, on parle correspondance des métaux, on parle rituel, on parle folklore, on parle légende, on parle divinité, magie urbaine, tirage de tarot, bref, tout ce genre de choses-là, histoire de se donner des billes en fait et du contenu pour mettre un petit peu plus de magie dans le quotidien. Donc ça c'est une activité que je déclare, c'est-à-dire que je suis taxée 3 fois. Une première fois sur Patreon directement, puisque le site que j'utilise pour vous transmettre ces dossiers-là, pour les faire protéger, pour vous les transmettre, me prend
une commission, ce qui est normal, puisque faut bien qu'ils travaillent. Je suis également taxée au niveau des droits d'auteur, puisque mon travail est protégé et que je paye un copyright pour que ça reste protégé. Et je suis bien entendu taxée par l'URSSAF derrière, qui me taxe comme un travailleur indépendant, comme n'importe qui fait les choses correctement et qui est déclaré, qui est dans les clous légaux et dans les clous de la loi. Donc, moi, c'est mon travail officiel, légal, j'ai le statut légal d'artiste-auteur, je cotise de cette façon-là et c'est ma source de revenus principale. Pour faire ça, il a fallu que je fasse beaucoup de sacrifices, il a fallu que je monte un projet, il a fallu que je crée une entreprise, il a fallu que je dépose une marque, il a fallu que je fasse protéger mes écrits pour ne pas qu'ils soient plagiés par la suite, et mine de rien, toutes ces taxes, ça enlève beaucoup sur le revenu. Pour vous donner un aperçu par exemple, pour le plus gros abonnement qui coûte 24,50 €, donc avec le gros livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires tous les mois, et bien moi au final je touche un petit peu moins de 11 €. Voilà. Donc quand je vois des gens qui font des choses au black, et qui bien sûr les font payer moins cher, mais qui ne sont pas taxés dessus parce que c'est au black, et bien ça fait mal parce que ça détruit le métier. Ça détruit le métier d'artiste-auteur, et à cause de ces gens-là, on peut se retrouver complètement à la rue, en fait. Parce que nous, c'est notre source de revenus. Je veux dire, une Jeanne Micheline qui fait ça juste pour s'amuser, mais qui à côté de ça a un boulot rémunéré tous les jours et un salaire qui tombe, bah elle, si tout s'arrête demain, c'est pas grave. Moi, si tout s'arrête demain, je suis à la rue. Je perds ma maison, je perds tout. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est le charlatanisme, parce que pour moi, c'est du charlatanisme de faire du black. L'escroquerie, enfin plutôt de l'escroquerie, on va dire, et l'illégalité. Parce que, voilà, je trouve que c'est ça qui fait du tort. Après, si Marie-Micheline, elle a envie de se faire des tresses avec des plumes de corbeau et de danser à poil sous la pleine lune, en se disant que les Celtes faisaient ça, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Tant mieux pour elle, qu'elle s'éclate, du moment qu'elle prend pas froid, tout va bien. Par contre, si Marie-Micheline, elle fait ça et qu'elle dit aux autres, venez le faire avec moi et payer ça 50 balles, alors que du coup, elle déclarera rien et qu'elle ira tranquillement travailler au bureau lundi matin, là, ça va me déranger. Mais c'est pas tellement la mouvance bobo hippie qui me dérange, c'est ce qu'on en fait. Et quand on en fait du fric, parce que du coup, on peut faire payer moins cher quand on est au black, forcément, parce qu'on n'a pas de taxes. On n'a pas besoin non plus de respecter une certaine éthique, puisqu'on est aux yeux de la loi, on n'est pas contrôlé. Moi, je suis contrôlée quand même. Donc, aux yeux de la loi, je ne peux pas, je peux pas vous dire n'importe quoi ou transmettre n'importe quoi. Vous voyez, quand j'envoie mes textes pour la protection des droits d'auteur, mes textes sont lus pour vérifier si je ne transmets pas des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses. Du coup, si, par exemple, les organismes, parce que je travaille en fait dans une branche qui est la branche spiritualité religion et qui est très surveillée, si jamais il y a un des relecteurs qui juge que ce que je fais, c'est du prosélytisme ou c'est une dérive sectaire, il m'arrête tout de suite. C'est bien, c'est très bien, c'est très important ça, parce que justement ça évite beaucoup de débordements. Donc il faut que je fasse attention à respecter une charte. Et c'est essentiel pour moi, parce que je trouve que c'est une... Même chose si par exemple, je peux pas promouvoir une pratique dangereuse. Par exemple, je l'ai vu passer. Des recettes, des gens qui partagent des recettes d'onguents de vol. Donc des onguents qui sont à base de plantes entéogènes, c'est-à-dire des plantes qui sont hallucinogènes et qui sont potentiellement toxiques. Ça, par exemple, moi, ça passe pas. Et c'est tant mieux, et jamais je ferai ça. Mais il y a des gens qui font ça, au black. Et ça, c'est super dangereux parce que ça peut mettre non seulement votre esprit, mais votre santé physique en danger. Et ça me dérange beaucoup. Être herboriste, ça ne s'invente pas. C'est un métier. Et on en voit beaucoup trop. Et ça, par contre, c'est un gros problème. Et ça, je crois que c'est le pire, c'est les herbes. Parce qu'on se dit que tant que c'est naturel, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est des plantes, c'est naturel, ça peut pas faire de mal. Allez dire ça à Socrate. Donc ça c'est problématique. Donc être herboriste ça ne s'improvise pas. Moi je donnerai jamais des recettes avec des plantes qui auraient des effets sur la santé physique, ni même sur la santé psychique d'ailleurs. Les recettes que je donne c'est des recettes de cuisine, c'est pour se faire plaisir.
voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est ça qui me dérange. En fait, c'est le côté, c'est les débordements que ça laisse quelquefois, que ça permet quelquefois. Voilà. Après, sinon, si les gens ont envie de faire n'importe quoi, tant que ça engage que, chacun vit sa vie. Chacun voit midi à sa porte. Et puis après tout, si ça se trouve, c'est moi qui ai tort. J'en sais rien, c'est eux qui ont raison. Si ça se trouve, on n'en sait rien. Mais voilà, faites attention quand vous consommez du contenu. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Faites attention à qui vous allez prêter une oreille et un œil attentif. Et surtout à qui vous allez donner votre argent. Assurez-vous que les personnes à qui vous allez donner votre argent soient déclarées. Normalement, ils ont un numéro de SIRET qui devrait être visible. Voilà, je vous dis ça. Ou s'il n'est pas visible, comme c'est mon cas par exemple, je ne l'affiche pas sur Patreon, mais il est disponible sur demande en fait. Voilà, tout simplement. Question suivante, je me suis étalée là-dessus, mais c'est une question, voilà, c'est une question assez retorse. Oh punaise. Ah, on est dans la question polémique aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas si c'est la même personne, je ne crois pas, hein, je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai pas les pseudos. La distinction ou pas entre œuvre et artiste. Par exemple, Marion Zimmer Bradley. Alors ça, on en avait parlé. Doit-on séparer l'homme de l'artiste? En l'occurrence, la femme de l'artiste. Alors si vous n'êtes pas au courant, Marion Zimmer Bradley, c'est l'autrice d'une saga qui est très connue et qui est très plébiscitée dans le monde de l'ésotérisme et du fantastique aussi, et du celtisme en particulier, qui s'appelle Les Brumes d'Avalon. Vous avez peut-être vu le téléfilm, qui est un petit bijou, avec Angelica Houston. Et j'ai perdu son nom, Juliana Margulies. Vous avez peut-être lu ces livres-là. C'est des bouquins qui sont, enfin moi que j'aime énormément, que j'ai lus, qui ont pris une grande place dans ma vie. Et un jour, on a appris que l'autrice était une criminelle. Ça a été la douche froide pour beaucoup d'entre nous. Je pense que ça a été un traumatisme parce que, voilà, quand soudainement, le créateur ou la créatrice d'une œuvre que tu adores est un monstre, ça remet tout en cause. Ça remet en cause l'amour que tu avais pour l'œuvre. C'est sali pour toujours. C'est quelque chose qui est très... et qui est très borderline. Et on a eu ce genre de débat avec le monde du cinéma il n'y a pas très longtemps, avec Roman Polanski notamment, à se dire est-ce qu'il faut interdire ces films ? Qu'est-ce qu'on en fait en fait de l'œuvre ? Moi, j'ai pas tendance à séparer l'homme de l'artiste. Parce que je n'excuse pas, parce que l'homme et l'artiste sont des individus, et je pense que l'homme et l'artiste sont la même personne, donc je ne sépare pas l'homme et l'artiste. Par contre, là où je me pose des questions, c'est à séparer cet homme-artiste, cet individu artiste, que c'est pas toujours des hommes, la preuve avec Marion Zimmer Bradley, l'individu artiste de l'œuvre, en fait. Moi, c'est ça qui me... C'est plutôt là-dessus, en fait, où je me pose des questions. C'est l'œuvre, on en fait quoi ? Parce que cette œuvre, elle peut être de qualité. Par exemple, alors... Dans le cas de Marion Zimmer Bradley, c'est encore autre chose parce qu'un livre, techniquement, n'a été écrit que par son auteur ou son autrice. En théorie. Même si, en réalité, il y a pas mal de gens qui participent à l'écriture d'un livre, les personnes qui l'ont conseillé, qui l'ont aidé, qui l'ont relu, etc. Mais bon, globalement, on va pas se mentir, le gros de l'œuvre, les 80%, 85, 90% du livre, sont la propriété, l'appartenance et l'enfant, la substantifique moelle de l'auteur ou de l'autrice. En revanche, pour un film, comme c'était le cas avec Polanski, ça met en avant bien d'autres acteurs. Pas seulement les acteurs d'ailleurs, mais le réalisateur, le directeur de photographie, la musique, enfin, il y a plein de gens qui gravitent autour, et c'est une œuvre en fait qui est multicéphale, si on veut. Donc là, c'est encore autre chose. Mais mine de rien, peut-on aimer une œuvre en sachant que son artiste était un monstre ou une ordure ? Ça, c'est difficile. Pour moi, c'est la vraie question. Je crois pas qu'il y ait de vraies réponses à ça, parce que j'ai envie de dire que ça dépend de l'œuvre, et ça dépend d'un tas de facteurs, du crime, du délit, de la nature, de ce qu'on reproche à l'artiste. Dans le cas de Marion Zimmer Bradley, on est quand même dans quelque chose de très très élevé, dans le cas de Roman Polanski aussi. Après, on a des artistes qui font des choses qui sont moins criminelles et qui sont peut-être un peu moins graves, entre guillemets. Mais voilà, après, est-ce que l'œuvre en elle-même
a un lien direct avec l'artiste, avec ce qu'a fait l'artiste. Il n'y a pas très longtemps, il y a un auteur de BD qui a fait l'objet d'une vive polémique au niveau du festival de la BD à Angoulême. Alors je ne me rappelle plus de son nom et honnêtement j'ai pas envie de m'en souvenir. Mais en tout cas, il publiait des bandes dessinées à nature pornographique. Donc qui parlait d'inceste, qui parlait de qui parlait de viol, etc. Et d'ailleurs, je pense que rien qu'en disant ce mot, je viens d'être démonétisée. Il faudrait que je pense à le biper. Mais bref, vous avez compris. Mais toujours est-il que là, étant donné que l'œuvre était imprégnée du crime, la faire interdire me paraissait indispensable. En revanche, dans le cas des Brumes d'Avalon qui ont été écrites avant les faits qu'on a reprochés à Marion Zimmer Bradley, que faire de cette œuvre? J'ai pas de réponse, personnellement. Une œuvre, je pense qu'au bout d'un moment, elle n'appartient plus à son auteur à partir du moment où elle est lâchée dans les mains du public. Et je pense que le public peut s'en emparer et peut en faire quelque chose. Et là, dans ce cas-là, je me dis, oui, on peut conserver l'œuvre. Après, toujours ce qu'on va me dire, le problème, c'est que oui, l'artiste continue de toucher de l'argent par rapport à ça. Oui. Alors par contre, je pars du principe qu'il faut punir pour ça. Donc après, si tu touches un salaire et que tu es en prison, écoute, voilà, tu touches un salaire et tu es en prison. Mais voilà, je pense qu'il faut... c'est un sujet qui est complexe, très complexe. Là, récemment, il y a eu une nouvelle polémique aussi autour de J.K. Rowling qui a encore dit une chose extrêmement brillante et preuve d'une immense ouverture d'esprit, d'une grande intelligence, d'un grand altruisme sur les personnes trans, n'est-ce pas? Après, voilà, elle, bon, c'est pas... Dire des horreurs n'est malheureusement pas un crime. Vu l'ampleur que ça prend en ce moment, ça pourrait en devenir un. Il y a des gens qui devraient se taire et se contenter d'écrire, ou pas. Après, je pense que à partir du moment où on a découvert qu'un artiste était un criminel ou un monstre, l'empêcher d'exercer son art me semble indispensable. Donc on arrête, on coupe tout. Par contre, la grosse question, c'est de se demander que faire des œuvres précédentes. Parce que ces œuvres ont pu être importantes pour des gens, ces œuvres ont pu être bien interprétées, ont même pu être vectrices de messages intéressants. Regardez Harry Potter, qui a quand même fait du bien à des millions de personnes, qui a pu même sauver des vies en donnant un refuge, en donnant quelque chose en donnant une évasion, en donnant du merveilleux. Il y a quand même eu énormément de bons qui est ressorti de cette œuvre. Et même si aujourd'hui on sait que son autrice n'est pas quelqu'un de bien, on va rester poli, je pense qu'effectivement la faire taire maintenant et lui dire écoute c'est bon, boucle-la, vite tes dividendes et arrête d'écrire, ok, oui. Mais ce serait dommage de priver un lectorat potentiel de tout le bon qui a pu être tiré de son œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet qui est très borderline et je comprendrais parfaitement que vous soyez pas d'accord avec moi. Parce que l'autre côté est recevable aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Toujours est-il que j'ai eu beaucoup de mal à relire Les Brumes d'Avalon en sachant ce que je savais sur Marion Zimmer Bradley. Je l'ai quand même refait il y a quelques temps parce que voilà, c'est une œuvre qui avait compté, je l'ai quand même refait et je me suis aperçue en le relisant que j'arrivais toujours à en tirer du bon. Voilà, donc je me dis, bon, mine de rien, il y a quand même des bonnes choses dans cette œuvre-là. Mais voilà. Je suis navrée de ne pas avoir une réponse très tranchée, mais c'est un sujet qui est très complexe et qui est très délicat, je trouve. Et je trouve pas qu'il y ait de mauvaises solutions par rapport à ça. On a le droit chacun d'avoir sa vision des choses. Moi, je pense qu'on peut conserver l'œuvre dans certaines conditions. Dans certains cas, dans certaines situations. Mais je comprends aussi que vous pensiez que c'est pas possible. Bref, j'espère que la prochaine question est un peu moins hard. Oh purée. Vous voulez ma mort en fait, c'est quoi l'idée? Vous voulez me faire démonétiser en fait? Déjà que je touche quasiment rien sur YouTube.
C'est la dernière, hein. Heureusement, parce que là, Ton avis sur l'appropriation culturelle. Alors... Alors ça, j'en avais déjà parlé sur Instagram. Euh, Alors on va déjà commencer par redéfinir ce que c'est que l'appropriation culturelle. C'est quoi? L'appropriation culturelle, c'est piocher dans une culture qui n'est pas à soi, qui n'est pas la sienne. Généralement, une culture qui est une culture qui a été oppressée, c'est souvent le cas, mais pas toujours. Piocher un élément dans cette culture, l'intégrer à la sienne et faire comme si ça nous appartenait. Appropriation. Je m'approprie quelque chose. Pour moi, il faut distinguer ça de l'appréciation culturelle. L'appréciation culturelle, c'est s'ouvrir aux autres cultures, aller regarder, faire des recherches, s'intéresser, et se dire qu'il y a des choses qui sont vraiment chouettes et vraiment intéressantes dans cette culture, et se dire, tiens, je pourrais peut-être m'en inspirer pour créer quelque chose à mon tour, mais sans jamais revendiquer que cette chose nous appartient. Je vais vous donner un exemple concret. Que je vais essayer de trouver dans mon cerveau qui est maintenant complètement ralenti par toutes les questions polémiques que vous m'avez posées. Un exemple concret, le Feng Shui. Voilà. Qui a pas ça, c'est l'appropriation culturelle number one. Alors le Feng Shui, c'est un art de vivre et un art énergétique. Je saurais pas vous en donner une définition extrêmement exacte parce que c'est pas du tout ma culture. Mais en tout cas, c'est un art de vivre qui considère la circulation des énergies au sein de l'environnement et au sein de l'individu et qui propose d'aider à harmoniser l'individu et son environnement par diverses pratiques, dont une des pratiques est l'aménagement particulier de son intérieur en fonction des points cardinaux. C'est une partie. Le Feng Shui, en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il se trouve que c'est un art de vivre qui a connu une très très vive explosion de mode dans les années 90-2000. On s'est mis à regarder l'Extrême-Orient, parce que c'est un art, au cas où vous ne saviez pas, asiatique, extrême-oriental même. Essentiellement en Chine et au Japon. Donc il y a eu un regain d'intérêt pour ces cultures-là dans les années 90-2000. On s'est mis à regarder ce que faisaient les Japonais et les Chinois et on a pris des trucs un peu partout et on les a intégrés à l'Occident. Donc là, en Occident, t'as plein de bouquins qui sont arrivés en disant un intérieur Feng Shui, fais un intérieur Feng Shui, etc. C'est devenu super à la mode et t'avais les gens qui étaient avec leur petite boussole et leur meuble Ikea en train de voir où mettre la commode Billy et le canapé Ektorp. Où faut les mettre selon le Feng Shui. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Si après tu dis ma maison elle est Feng Shui. Non, ta maison elle est pas Feng Shui, Jocelyne. Ta maison elle est voilà, c'est juste le petit début de Feng Shui. Mais tout le reste ne l'étant pas, ça fonctionne pas parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc on a pris un truc dans une culture, on l'en a sorti, on l'a extirpé, on a enlevé tout ce qu'il y avait autour et qui était trop compliqué pour nous parce que bah non, c'est pas, hein, c'est chiant, faut réfléchir, c'est désagréable. Et pouf, on l'a mis dans une autre culture qui est la culture occidentale. Ça c'est très problématique. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on dénature complètement la vision d'une culture vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on réduit à une simplification extrême et souvent très superficielle une spiritualité qui est en réalité profonde, complexe et surtout révélatrice d'une culture, de son mode de fonctionnement, de son histoire et de son mode de pensée. Et se dire que la culture asiatique et extrême-orientale, elle est juste limitée au fait de diviser sa maison en segments avec les points cardinaux, c'est une insulte, en fait, envers cette culture-là, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que ça. Alors là, je prends un cas qui est gênant, mais qui n'est pas non plus horrible. Par contre, prenons un autre cas, dont on a parlé dans Une année en magie ce mois-ci, là au mois de novembre, puisqu'on a parlé de la divinité qu'on explorait ce mois-ci, c'était Papa Legba, donc on a parlé un petit peu de ça, c'est le vaudou. Alors le vaudou, c'est une pratique... alors je parle du vaudou haïtien, on va être un peu plus précis parce que c'est celui qui est le plus populaire parmi les occidentaux. Le vaudou haïtien, qu'est-ce que c'est ? C'est une religion qui est née du syncrétisme forcé entre les religions endémiques d'Afrique de l'Ouest et le christianisme. Et elle a été forcée par un phénomène merveilleux
qu'on appelle la diaspora. Et la diaspora, c'est l'exil, forcé donc, des populations noires vers l'Amérique du Nord dans une visée d'esclavage. Donc, c'est une religion qui est née d'un crime, qui est née d'un traumatisme, qui est née d'une abomination. Elle est née dans ce contexte-là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a forcé ces peuples-là à se convertir au christianisme, au catholicisme ou au protestantisme selon les zones, parce que il fallait qu'ils soient occidentalisés, alors pas trop non plus, parce qu'on n'allait quand même pas leur donner les mêmes droits, n'est-ce pas ? On leur a enlevé leur nom, on les a rebaptisés, on les a obligés à baptiser leurs enfants de noms chrétiens, on les a forcés à se soumettre à un culte qui n'était pas le leur, à nier toute appartenance à leur culture. Bref, ce sont des gens qu'on a complètement déracinés de leur identité culturelle et qui, pour survivre, pour cultiver un semblant de dignité et un semblant pour pas devenir complètement chèvres, en fait, se sont raccrochés à des restes de religion qui leur venaient de leur pays d'origine, soit directement pour les premières générations, soit qui leur avaient été transmis par leurs parents, grands-parents, etc., pour les générations qui étaient nées là-bas, qui étaient nées en Amérique du Nord. Et cette religion, elle est née de ce métissage forcé, en fait, entre le catholicisme et les anciennes religions, enfin les religions endémiques d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le vaudou, c'est quelque chose qui est encore très implanté en Amérique du Nord, en particulier chez les peuples noirs américains, naturellement, puisque c'est leur culture. Mais on voit qu'il y a énormément de blancs occidentaux qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui vont piocher là-dedans parce que c'est cool, ça a l'air chouette, c'est sympa. Et c'est vrai que c'est une culture qui est hyper intéressante, qui est très très riche. Ce métissage forcé, c'est quelque chose qui est assez unique dans le paysage religieux. C'est quelque chose qui n'existe quasiment pas ailleurs. Donc rien que pour ça, c'est vrai que ça mérite un intérêt qui est quand même assez incroyable. Moi personnellement, c'est une spiritualité et une religion qui me fascine et pour laquelle je me documente beaucoup parce que je trouve ça, alors là j'ai simplifié à l'extrême, mais je trouve ça extrêmement intéressant de plonger dans ce genre de considérations-là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont sorti des choses de ça et qui les ont intégrées à leur pratique et qui, en faisant ça, se sont revendiqués adeptes du vaudou. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que être adepte du vaudou, sans avoir l'héritage culturel que ça implique, est absolument impossible. C'est une religion de traumatisme. C'est une religion de blessure. C'est une religion de crime. Si on n'a pas été victime directement ou indirectement par sa lignée de ce genre de crime, il me paraît extrêmement difficile, extrêmement hypocrite et extrêmement malvenu d'intégrer ce genre de culture-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, l'appropriation culturelle, pour moi, là, elle est 9. On laisse tomber. En revanche, je trouve que s'intéresser à ce genre de culture et se dire qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes dedans parce que le métissage entre deux religions aussi différentes que les religions d'Afrique de l'Ouest et le catholicisme, ça a donné des choses uniques, qui sont passionnantes et fascinantes. Donc s'en inspirer dans sa pratique, en ayant conscience qu'on ne fait que s'en inspirer, et que donc on ne fait pas du vaudou, mais qu'on fait des pratiques qui sont inspirées de ce qu'on a compris du vaudou, et on n'a peut-être pas tout compris, pourquoi pas ? C'est de l'appréciation culturelle. Mais par contre, sortir ça et dire c'est à moi, j'en suis, non. Alors même chose avec le chamanisme. Non, vous n'êtes pas chaman. Non, vous n'êtes pas chaman. C'est pas parce que tu as un bol tibétain, un hochet et que tu bats du tambour tous les vendredis que tu es chaman. Non. Si tu vas faire tes courses à Carrefour, tu peux pas être chaman, déjà c'est mort. Donc non, le chamanisme, ça implique aussi un phénomène qui est le phénomène de l'ermitage. Hein. Quand tu es chaman, tu vis en ermite en général, ou alors tu vis au sein d'une communauté que tu chapeautes. En fait, la définition du chaman, elle vient de là. Voilà. Donc les chamans aujourd'hui ont quasiment disparu, il n'y en a quasiment plus. Donc se dire chaman aujourd'hui, c'est comme se dire viking, ça n'a absolument aucun sens. Tu n'es pas viking. Parce que être viking, viking c'est pas un peuple, hein. Viking c'est un verbe. Si tu es viking, ça veut dire que tu vas faire des raids par voie maritime. C'est comme pirate, en fait.
T'es pas viking, non. Donc tout ça, c'est de l'appropriation culturelle et ça, c'est très problématique. À partir du moment où on s'approprie l'identité culturelle en même temps que la pratique, et où on se dit c'est à moi, j'en suis, ça c'est gênant. Par contre, si on se dit ça m'intéresse, j'adore cette idée-là, je vais m'en inspirer pour nourrir ma pratique, en ayant conscience de ça, pourquoi pas? Parce que je pense que l'ouverture culturelle, elle est essentielle, justement pour éviter les incompréhensions, éviter le racisme, éviter la xénophobie, éviter toutes ces horreurs et ces préconçus qu'on voit sur les peuples qui nous sont étrangers et qu'on ne comprend pas, ça me semble essentiel. J'ai fait des études de théologie, j'ai pu lire pas mal de choses par rapport à ça, par rapport à l'histoire des religions. J'ai notamment été amenée à lire les 3 livres des 3 grandes religions monothéistes. Même si je n'adhère pas, c'est quelque chose que je trouve profondément intéressant et qui a énormément nourri ma façon de voir le monde et ma façon de voir les gens aussi. Donc, je pense qu'il faut se frotter aux autres cultures, ça me paraît essentiel parce qu'on est dans un monde dont on a dessiné nous-mêmes les frontières sans qu'elles existent vraiment. Le monde n'est pas fait pour ça. Par contre, de se mettre la casquette de quelqu'un d'autre sur la tête sans avoir la moindre idée du prix que ça a coûté à cette personne pour se mettre la casquette sur la tête, c'est du vol en fait, ni plus ni moins. Par contre, si on voit quelqu'un porter une casquette et qu'on se dit je me coudrais bien un truc comme ça pour moi et qu'on s'en inspire pour se coudre sa propre casquette en se disant bon bah j'appellerais pas ça une casquette, j'appellerais ça un couvre-chef inspiré de la casquette 2, bah là ouais pourquoi pas. C'est une preuve d'ouverture. Mais voilà, il faut respecter certaines barrières et il faut surtout respecter un certain bon sens et une certaine intégrité intellectuelle et spirituelle. Ça me paraît essentiel. Bref, c'était particulièrement polémique et borderline aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu ça. Voilà, bon, c'est le hasard des questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que mine de rien, ce sont des questions qui, même si elles sont très difficiles à aborder, sont très intéressantes et sont tout à fait légitimes. Il est normal de se poser ce genre de questions. Même chose, oui, dont j'ai pas parlé, qu'on revoit avec l'appropriation culturelle, ça, c'est pas que envers les idées, c'est aussi envers les objets. C'est-à-dire notamment les fumigations avec le palo santo et la sauge blanche, ça c'est un gros problème. Un gros problème, parce que si les Occidentaux ils en veulent, on l'exploite, ces ressources naturelles pour les Occidentaux, et comme les Occidentaux ont plus d'argent que les peuples natifs qui s'en servent, parce que c'est des peuples natifs américains essentiellement qui s'en servent, et ben on va le vendre aux Occidentaux, et puis les peuples natifs américains, ils vont aller se faire cuire un œuf chez les Grecs. Vous voyez le problème? C'est un gros problème. On a de la sauge chez nous en fait, la sauge officinale, ça marche très bien. Bon, ça sent la bœuf quand tu la brûles, c'est terrible, mais ça marche aussi bien. Hein, voilà. Et puis si t'as pas de palo santo, le romarin, ça marche aussi. Et ça vient de chez toi. Donc, vous voyez, un petit peu. Donc, on fait attention aussi à sa consommation. C'est pas parce que ça vient de loin et que ça vient d'une culture ancienne et que c'est exotique que c'est efficace. Les bols tibétains, c'est bien joli. On a le même résultat en tapant dans ses mains, hein, si on fait les choses correctement. Voilà, ça appartient à une culture. D'ailleurs, le bol tibétain, on ne sait pas l'utiliser en Occident. Donc ça sert à rien d'avoir ça chez soi. Donc faites attention à ça. Inspirez-vous, frottez-vous aux autres cultures, ouvrez-vous, faites des recherches, parlez avec des gens qui sont issus de ces cultures-là et qui seront probablement ravis de parler un petit peu de leurs racines et de leur vision des choses, mais ne vous prétendez pas ce que vous n'êtes pas. Voilà. Ce que vous êtes, c'est très bien déjà. Être occidentaux, c'est pas une tare. Être américain, issu d'une culture qui a littéralement 2 jours d'existence, c'est pas une tare, c'est comme ça. Et il y a des tas de choses qui sont bien et qui sont intéressantes à explorer dans ce genre de culture et à mettre en place. C'est pas parce que c'est moins vieux et que c'est moins loin que c'est moins bien. Donc faites les choses avec raison et faites les choses avec intégrité. Voilà. Bref. 44 minutes, Seigneur. Voilà, je suis navrée. Ça devait pas du tout être aussi long que ça. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à quelques questions très délicates que vous vous posiez peut-être. En attendant la prochaine FAQ, bien sûr, vous êtes libre de réagir dans les commentaires. Ils sont là pour ça à partir du moment où vous restez courtois, poli et ouvert au dialogue. Sinon, ça ne sert absolument à rien et je vous invite à aller voir ailleurs si on y est. Et d'ici la prochaine vidéo,
Si jamais celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne et à la partager si vous avez envie de la diffuser autour de vous. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, j'ai un Ko-fi où vous pouvez me laisser un petit pourboire et bien entendu vous pouvez tout à fait nous rejoindre aussi sur Une année en magie pour encore plus de contenu, de recherche, de tirage de cheveux qui se coupe en 4 sur les recherches archéologiques, historiques et spirituelles et encore plus de moi tous les mois. Si vous n'en avez pas assez avec 45 minutes de blabla sur des sujets borderline. Bref, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, passez un très joyeux Samhain parce que ça approche, et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite, bye!